D'abord, je voudrais saluer sa mémoire et saluer le fait que nous avons là affaire à un profil exceptionnel, dans un contexte exceptionnel, puisque c'est un Africain qui succédait à un autre Africain à la tête d'une organisation qui n'en avait jamais connu depuis 45 ans. Il a succédé à Boutros-Ghali. Exactement. Ceci dit, pour ce qui est de l'action de Kofi Annan, je crois qu'on peut retenir qu'il s'agit quand même d'un homme qui s'est engagé en faveur du développement, avec la transition qui a été opérée avec les objectifs millénaires pour le développement, qui a été au service de la paix, avec une grosse blessure toutefois qui concerne celle du Rwanda. Et j'en viens au dernier point qui concerne la question de la réforme de l'ONU. En gros, vous aviez plusieurs propositions, mais celle qu'il a portée visait à porter le nombre de membres de 15 à 24. Cette réforme n'a pas prospéré, notamment parce qu'elle a été quelque part bloquée par une initiative africaine, pas que, mais africaine, puisque la réforme visait à ajouter 9 membres, mais bien évidemment, il ne s'agissait en aucune manière de parler du droit de la question du droit de veto. Or, les Africains voulaient plusieurs sièges et ce droit de veto. Absolument. Et le droit de veto, ce qui a été un élément bloquant, si je puis dire, et donc la réforme a été au même titre que les rivalités entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Absolument, puisque il s'agissait en fait, les Africains disaient, on va avoir au minimum 2 sièges avec droit de veto. Et l'Union africaine décidera de qui représentera l'Afrique. Et cette compétition, ce qui a ouvert une compétition entre le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Alors on a connu un Kofi Annan qui a littéralement donné de sa personne pour maintenir la paix dans le monde. Et les exemples sont nombreux, mais il y a aussi le cas du génocide rwandais. Vous en parliez, 800 000 morts, on le disait également dans le sujet d'Antoine Delpierre. Est-ce que là aussi ce dossier restera malgré tout les efforts un caillou dans la chaussure de Kofi Annan? C'est évident, mais au-delà de la personne de Kofi Annan, parce que Kofi Annan était secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix, mais il faut voir aussi que le secrétaire général était aussi un Africain, donc il ne faut pas oublier ça. Et donc, absolument. Et donc, au-delà de l'ONU, c'est un échec collectif, et la question qui se pose derrière, c'est est-ce que l'ONU est aujourd'hui en capacité d'éviter à nouveau une situation de cette nature. Est-ce qu'on peut avoir foi en l'ONU, vous pensez? Je crois que toutes ces missions qui ont peut-être été sans succès? Je crois qu'on ne fera pas l'économie d'une réforme fondamentale du Conseil de sécurité, de l'ONU. D'abord, il faut dire que la réforme proposée par Kofi Annan ne concernait pas que le Conseil de sécurité, par ailleurs, hein, mais une réforme fondamentale du Conseil de sécurité et de certaines instances comme la Commission des droits de l'homme. Alors, dernière question, rapidement, monsieur Fellio, s'il vous plaît. En tant que premier Africain subsaharien à la tête d'une organisation internationale comme l'ONU, est-ce que les attentes sur le continent, en Afrique, ne sont pas parfois démesurées, illusoires, si j'ose dire? Voyez-vous, je ne crois pas que lorsque des Africains atteignent ces niveaux-là, ils soient en capacité d'impacter fondamentalement sur les inclinaisons de ce type d'organisation, que ce soit l'ONU, que ce soit autre élément de l'ONU, l'OMS ou autre, parce qu'ils représentent les instances pour lesquelles ils officient et les membres de ces pays-là. Donc imaginez que c'est exactement comme si les gens, comme lorsque Obama a été élu, les Africains s'imaginaient que ça allait fondamentalement changer la politique américaine en Afrique. Ça n'a pas de lien. Bon, ça n'a pas été le cas. En tout cas, on retiendra aussi qu'il a œuvré pour l'Afrique. Liévin Fellio, merci. Je rappelle que vous êtes président du think tank panafricain Sherpa. Merci.